Donc je vais vous raconter un petit peu moi mon expérience par rapport au travail que l'on a fait donc, avec Dominique et puis Claude. Donc moi j'avais un secret de famille que je portais depuis X années. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai essayé de régler mon problème au fil des années, donc pendant 25 ans quand même. J'ai monté mon arbre il y a 20 ans, mais à l'époque j'étais certainement pas assez, mûre. Et puis l'an dernier, donc j'ai dit, je sens encore un caillou dans ma chaussure. Donc j'ai dit à Claude et Dominique, eh bien voilà, je vais faire le stage avec vous, l'atelier, pour pouvoir mettre un point sur le i de mots fins pour enfin me débarrasser de ce secret de famille qui était placé dans ma partie paternelle, avec mon grand-père et ma grand-mère que j'ai détesté au plus profond de moi-même, et un grand-père que j'ai jamais connu, mais qui pour moi était un sale type, avec l'histoire, plus le fantasme, etc. Et puis en faisant le travail en Gestalt, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on s'assoit à la place du fameux grand-père, et là, pour moi, il n'y a pas d'imaginaire, parce qu'on le sent dans le corps physique. En fait, on a l'impression que moi ça s'est passé comme ça, que mon corps physique se rétrécissait, qu'à l'intérieur il y avait des gènes, et puis j'ai senti ce grand-père qui parlait à travers moi et qui était au départ assez agressif, un peu violent, et puis ensuite il a raconté des choses, et au fur et à mesure j'ai commencé à le trouver sympathique. Pourquoi ? Parce que j'ai senti que ce grand-père qui parlait à travers moi avait des blessures importantes. Et j'ai commencé à avoir presque de l'amitié pour lui. J'ai ressenti, à la fin de ce travail avec ce grand-père, je me suis presque réconciliée avec ce grand-père que je ne connaissais pas, qui est mort où mon père avait 2 ou 3 ans, je crois, donc de mémoire. Donc moi, ça m'a beaucoup libérée, parce que je sentais que ce grand-père, je focalisais sur lui, et que je le portais comme un fantôme sur mes épaules, et que ça m'empêchait d'avancer dans ma vie professionnelle. Et du coup, je me suis sentie vraiment très libérée, en fait. Bon, après, le travail avec la grand-mère a été aussi important, mais je me suis réconciliée avec cette branche familiale, voilà, que je détestais cordialement. Donc du coup, je l'ai réintégrée en moi, et je vais bien maintenant. Je vais même super bien. Donc j'ai vraiment senti qu'il y avait ce voile qui partait de mon être, et que je ne portais plus ce poids qui quand même m'a emmenée à ne pas faire d'enfant, parce que je ne voulais pas porter ni transmettre cela à des enfants. Donc vous voyez que c'était quand même très... Voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé 25 ans là-dessus. Voilà, pour ce qui est de mon expérience. Merci. Alors bonsoir, donc nous avons été toutes les trois ensemble dans le même groupe. Moi je l'ai fait parce que c'était important, j'avais des blocages sur de nombreux points, et j'ai à la fois une sœur jumelle, et nous sommes très différentes l'une de l'autre, et j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai terminé, aujourd'hui on a terminé le travail, mais ma sœur jumelle le continue. Alors je ne lui dis rien au fur et à mesure qu'on avance, et on a des ressentis totalement différents concernant nos grands-parents. Moi j'ai plutôt réglé de ce côté-là, côté maternel. Ma grand-mère maternelle a beaucoup souffert avec mon grand-père maternel, et c'est vrai que mon grand-père maternel, malheureusement, je ne l'aime toujours pas. C'est quelqu'un que je n'aimerais jamais. Et ma sœur, elle lui a trouvé des excuses. Moi, je n'y ai trouvé aucune excuse, et notre grand-père maternel n'est pas notre vrai grand-père maternel, puisque ma grand-mère était enceinte. Mon grand-père s'est marié avec elle pour ne pas partir en Allemagne. Donc, moi, j'ai cherché le grand-père, le vrai grand-père, et je suis tombée dessus. Enfin, moi, j'en ai parlé, c'est vrai, du vrai grand-père maternel. Ma sœur n'en a pas du tout parlé. C'est-à-dire que pour elle, il n'a pas existé. Pour moi, il a existé. Alors que celui-ci, qui a été très violent, elle lui a trouvé des excuses. Donc vous voyez, même en étant jumelles, on a des choses, et nous en plus on est des vraies jumelles, on a des choses totalement différentes. Mais bon, par rapport à la grand-mère maternelle, par rapport à maman, par rapport à notre arrière-grand-mère,
de ce côté-ci. C'est pour ça que nous n'avons pas eu d'enfants. Moi, j'ai compris pourquoi nous n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre. Donc, vous voyez, c'est des choses que l'on comprend. Bon, alors, c'est vrai que nous, on le fait un petit peu tardivement. Maintenant, c'est trop tard, on n'aura pas d'enfants. On a des chats. Il faut bien se consoler. Hein. Bon. Mais ce qui est important aussi, c'est que moi, j'ai découvert, moi qui étais hypocondriaque, je ne le suis pas, je ne le suis plus. C'est-à-dire que je me posais beaucoup, à chaque fois j'avais une maladie, toujours. Hein. Et depuis que j'ai fait ce travail, je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai compris pourquoi j'avais peur de la mort. Hein, grâce à ça, et c'est vrai que c'est très important d'apprendre au fur et à mesure, et c'est vrai que quand on se met en Geslat, c'est vraiment très impressionnant, puissant, c'est très puissant. Moi quand j'ai fait parler quand j'étais à la place de ma grand-mère maternelle, heureusement que je fermais les yeux parce que elle aimait beaucoup la vie. Donc voilà. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est très important. C'est très important. On trouve des choses au fur et à mesure, des choses qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas sorti de nous si nous ne l'avions pas fait avec Claude et Dominique. Et c'est vrai que ça a aussi énormément fait bouger dans la famille. Hein. Surtout qu'en plus maintenant, ma sœur le fait également, donc ça bouge énormément dans notre famille. Hein. Et c'est ça qui est très important. Et c'est vrai que je le conseille à tout le monde de pouvoir le faire, surtout des gens qui ont envie d'avoir des enfants, ou que ce soit ne pas transmettre à ses enfants quelque chose, parce que c'est très important. Voilà. Alors moi, contrairement aux deux autres, je suis venue à la psychogénéalogie par mes enfants. Parce que dans mes enfants, il y avait une multitude d'émotions qui sortaient, avec une petite fille qui avait beaucoup d'eczéma, tout ça. J'avais besoin de faire le ménage dans toutes ces émotions. Et à ce moment-là aussi, je lisais beaucoup de choses sur le cerveau, beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, donc l'épigénétique, etc., c'était des choses voilà, que je lisais dans mon quotidien. J'ai une amie très chère qui m'a parlé du travail de Claude et Dominique, mais là, mon esprit cartésien était en forte résistance. C'est quoi ces gens où on va se mettre à la place de la grand-mère qu'on n'a pas connue pour aller raconter dans quelle maison elle est née et quelle émotion ça fait. Là, j'étais en forte résistance par rapport à ça. Donc voilà, mais je m'y suis quand même lancée. Alors mes résistances, c'était déjà en travail en groupe. Je vais aller raconter devant des gens que je ne connais pas, des trucs que je ne connais pas. Donc j'y suis allée en traînant des pieds, mais j'y suis allée. Et le groupe, j'ai trouvé ça vraiment d'une grande force. Parce que vous annoncez devant la société, vous annoncez devant, on va dire... voilà, les représentants des choses qui n'ont jamais été dites. Donc au lieu de les dire à la rigueur à quelqu'un, voire un thérapeute, et après de les mettre très loin dans votre tête, ce que vous avez dit c'est public. Et il faut l'assumer et vous le regardez et vous êtes bien obligé de l'avoir en face. Donc le dire par rapport à des gens, c'est une très grande force. Après en plus, dans les méthodes de travail de Claude et Dominique, il y a énormément de bienveillance et c'est vraiment c'est accueilli et c'est important que ça soit accueilli en public. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Aussi, ce qui est important dans le travail de groupe, c'est que par rapport à certaines familles, certaines émotions, il y a des jugements par rapport à ces émotions. Et donc, votre cerveau vous protège de ces émotions. Il vous dit, il ne faut pas y aller là-bas. Et dans ce groupe, comme il n'y a pas de jugement, vous pouvez aller au bout de l'émotion et l'assumer telle qu'elle est sortie dans votre famille. Donc ça, c'est la grande force du groupe. Donc espace public officialiste, je l'ai dit. Il y a une troisième chose, on avait toutes des histoires, parce qu'on n'était que des filles, mais on avait toutes des histoires extrêmement différentes, mais il est surprenant comment certaines histoires peuvent faire écho et vous permettre d'avancer encore plus loin dans votre histoire. Moi, je vois une fois, Anne, elle n'est pas là ce soir, elle racontait un truc par rapport à un des personnages, et après je lui dis, oh, comment tu l'as vachement bien dit, j'aurais tellement aimé le dire comme ça parce que ça résonne quand toi tu le dis. Donc voilà, il y a ces espèces d'échos qui font que le groupe a son importance.
Donc je vous ai dit que j'étais fortement en résistance, mon cerveau refusait un peu le travail. Alors cette histoire de Gelstat, c'est vrai que moi j'avais peur de me laisser influencer par des gens à raconter des trucs, etc. Il y a déjà plusieurs choses. C'est que mon esprit cartésien était rassuré, par exemple, quand il a fallu décrire la maison du grand-père. C'était lequel, celui-là? Oui, enfin bref, c'en est un. Il a fallu décrire sa maison, dans quoi il est né. Moi, je l'ai pas connu petit, je sais pas. Et grâce à Google, vous pouvez aller voir très bien si vous avez une adresse très précise et que c'est une petite ferme et qu'elle n'a pas beaucoup changé, vous pouvez aller la revoir. Et je n'avais jamais vu cet endroit et j'ai été le voir par internet. Et je suis assez... voilà, ça... Ne sortez pas la camisole de force. J'ai été surpris de la ressemblance de ce que j'ai pu dire de cette maison par rapport à ce qu'elle est, même si aujourd'hui elle est rénovée. Aussi, j'avais une résistance parce que j'avais très peu d'informations sur mes ancêtres. Et là aussi, vous avez des archives départementales qui sont extrêmement bien faites. Moi, j'ai retrouvé une petite... j'ai retrouvé que ma grand-mère, une de mes grand-mères, avait remplacé un enfant mort et que ça avait jamais été dit. Mais ça, vous les avez dans les archives. Il n'y a personne qui vous le dit, mais les archives parlent. Et les archives, vous restez de chez vous, vous faites ça jusqu'à 3h du matin, vous trouvez plein d'informations. Voilà, donc... c'est vrai que pour des esprits très cartésiens, comprendre le Gelstat, c'est pas facile, mais quand vous le vivez, vous avez un moment une espèce de résonance dans vos émotions, si vous êtes vraiment calé avec vos émotions, où vous le sentez que vous êtes dans le juste. Après, il y a aussi quelque chose moi j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un couple qui est mixte et quand une voix d'homme ou une voix de femme vous pose des questions, vous êtes là concentré à essayer de voir un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sortent et c'est vrai que ce travail qu'ils font en duo, c'est une bonne chose parce que d'avoir une voix d'homme et une voix de femme qui vous posent des questions, vous vivez les choses différemment. Voilà, dans une très grande complémentarité. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh ben, c'est le grand ménage de printemps, quoi. C'est-à-dire ce qui est à vous, vous le gardez, ce qui n'est pas à vous, vous le mettez dehors, quoi. Donc voilà, c'est le grand ménage de printemps et on repart voilà, en étant bien clair, c'est quoi mes émotions, c'est quoi pas mes émotions. Moi aujourd'hui il y a des choses qui ont changé, je l'ai fait vis-à-vis de mes enfants, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui vont changer encore dans cette gestion des émotions. Il y a des fois où dans la vie, je prends des positionnements où je dis des choses et j'entends la voix de Dominique qui me dit « Oh là, mais c'est pas toi qui cause ». Et donc, je me remets et voilà. Donc, vous retrouvez ce que vous êtes après le grand ménage de printemps. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, on peut vous passer le micro. Il y a un deuxième micro. Oui, il y en a là. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si les fidélités pouvaient être tellement fortes qu'elles se transmettent au sein d'un couple. C'est-à-dire, je pense par exemple à mon beau-père qui n'était pas aimé par sa mère et ma belle-mère n'aime pas non plus mon mari qui était aussi le fils aîné. Et du coup ça m'interroge, est-ce que du coup dans la construction d'un couple vous avez déjà pu observer des reproductions comme ça de fidélité? Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci. Oui. Donc, pour un homme, aller rencontrer une femme, c'est toujours en fonction de la mère qu'il a eue et forcément du père aussi qu'il a eu. Et de l'autre côté, on a la même chose. De l'autre côté, pour quelque femme que ce soit, elle s'est construite en fonction de la relation qu'elle a eue à son père, comme vous le parlez, Dominique, très bien tout à l'heure, et en fonction de l'identification à la mère qu'elle a eue. Et en fonction de ces deux-là, elle va pas choisir n'importe quel homme pour faire un enfant. Et
comme lui, ne va pas choisir n'importe quelle femme pour faire un enfant. Donc votre question des fidélités, elle se joue dans ces transmissions-là. Oui, souvent, ce qu'on est amené à dire, c'est que dans un couple, c'est deux arbres qui se rencontrent. Donc, bien entendu, il y a l'attrait. Hein. Ah, je la trouve super belle. Ah, il me plaît beaucoup parce que, voilà, ceci, cela. Et voilà, il y a tout cet attrait. Mais derrière tout cet attrait, il y a des choses qui poussent. Ça va être automatiquement celui-là, et des fois, ben, j'aurais jamais choisi celui-là, mais je suis poussée par quoi? Et tout à l'heure, Claude parlait des fois des marionnettes. Voilà. Et dans ce que vous dites, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi, comment un enfant va être avec... il va y avoir des problématiques qui se répètent, qui s'ajoutent, hein, entre celle du père et celle de la mère. Et parfois bien plus haut. Donc ça devient puissance 1, puissance 2, voilà. Donc c'est pas étonnant. Ça va, on répond à votre question? Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je voulais savoir, quand on a nos grands-parents qui sont encore en vie, est-ce que justement ça vaut pas le coup d'aller les rencontrer, leur poser des questions, mais alors du coup comment le faire sans être trop insistant, ouais, ou ouvrir des blessures, ou voilà. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on commence à faire ce travail, on ne va plus les interroger comme s'ils se sentaient questionnés. Hein, il va y avoir par exemple, mais dis donc, je me suis rendu compte que tu avais tel âge au moment de la guerre. Dis donc, et puis ton père, il lui est arrivé ça, mais dis donc, c'était drôlement difficile. Ou bien, dans la vie familiale, tu as été confronté à ça. Eh bien, dis donc. Et du coup, il y a des choses qui se disent. Et souvent, on a des personnes qui ont peur de faire mal. Comme vous dites, on va réveiller des blessures. Mais par contre, ce sont quand même des personnes qui deviennent de plus en plus âgées et qui, à certains moments, sont très contents de voir qu'il y a un petit enfant, enfin une petite fille, un petit-fils, qui justement s'intéresse à ça. Ah bon, toi tu t'intéresses à ça? Eh bien, j'aurais pas cru. Et puis il y a des choses qui se disent. Et qui s'apaisent. Dans le cadre de l'adoption, c'est ce qui est exactement Oui, voilà, donc si les personnes n'ont pas entendu... Oui, je disais dans le cadre de l'adoption, par exemple. Dans tout ce que vous nous avez expliqué, comment est-ce que ces mémoires, finalement, entrent en jeu? On s'est rendu compte que, très curieusement et de manière inexplicable et irrationnelle, les enfants, les parents adoptifs ont des points à voir avec les parents biologiques, quand on peut connaître quelque chose sur ses parents biologiques. Très curieusement, c'est-à-dire que, mettons que ça va se passer ici, qu'il y a un enfant abandonné là, cet enfant, on va lui mettre des parents adoptifs, mais on va mettre en double, si vous voulez, des parents géniteurs. Et quand on peut savoir quelque chose sur ses parents géniteurs, on s'aperçoit qu'il y a des tas et des tas de similitudes avec les parents adoptifs. Voilà. Dans le livre Aïe mes aïeux, Anne-Ancien Schuzenberger, on parle un peu de ça. Et voilà, c'est comment on est tous reliés et qu'il y a comme des affinités qui courent. Et puis n'oubliez pas que quand c'est un enfant qui est adopté tout petit, l'identification va jouer avec les parents adoptifs. Et ce que l'enfant tout petit reçoit de ses parents adoptifs
c'est toute l'histoire, c'est tout ce qu'ils portent en eux. Avec les neurones miroirs et cette identification, il intègre dans son monde intérieur une histoire qui n'est pas la sienne en termes génétiques, en termes généalogiques même, mais il s'identifie à cette histoire-là. Il la prend pour lui. Et il ne faut surtout pas oublier qu'un enfant qui est face à un parent qui souffre, un parent qui a mal, l'enfant va prendre en charge la souffrance du parent. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et l'enfant d'un parent malade, par exemple, d'une maladie psychique ou d'une maladie organique, va vouloir porter la souffrance de l'enfant. Dolto parlait de l'enfant thérapeute. L'enfant qui veut porter cette souffrance-là, et donc, que ce soit son parent biologique ou son parent adoptif, il va prendre. Donc, il y a des mélanges qui se font. Dernière question. Alors tout d'abord, un grand merci par rapport à ce que vous avez apporté de façon tout à fait complémentaire. Je voulais savoir par rapport au travail qui peut se faire au niveau des constellations familiales. J'ai cru ressentir des outils qui sont un peu communs. Ce que je ressens, c'est que votre travail, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, progressivement, avec un groupe et toute la richesse du groupe. Ayant moi-même expérimenté plutôt une approche par la constellation familiale et en groupe et aussi dans le temps, je voudrais savoir par rapport à l'approche que vous faites, quel lien vous avez avec le travail de constellation familiale? Il y a une différence, c'est-à-dire que dans la constellation familiale, il va y avoir la personne qui va désigner telle personne qui va faire son père ou telle personne. Dans le travail que l'on propose, c'est toujours la personne qui travaille, elle, par rapport à elle. C'est-à-dire que tout vient de l'intérieur. Donc il va y avoir, par exemple, les stases émotionnelles dont je parlais tout à l'heure, vont passer au travers d'elle. Donc, elle sait qu'en place de telle grand-mère, eh bien, elle va être amenée à vivre telle douleur, mais ça la traverse. Et puis, nous, on dit toujours, alors c'est un grand truc, il y a toujours les mouchoirs, allez, il faut écluser, c'est le moment. Comme ça, quand elle se retrouve à sa place, souvent elle dit, qu'est-ce que je me sens mieux là? Et il y a quelque chose qui a pris une distance entre le bagage porté par cet ancêtre et elle. On travaille beaucoup comme ça sur ce défusionnement, cette distanciation qui fait qu'il y a reconnaissance, mais distanciation. On fait toujours un pas de côté. C'est la différence.